Écoute, merci beaucoup Christophe. Bonjour et bienvenue à tous les participants qui continuent d'arriver. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble à l'occasion de la sortie de l'esquisse d'un libéralisme soutenable, donc dans la collection Génération Libre avec les presses universitaires de France. C'est le troisième ouvrage puisque, si vous vous en rappelez, nous avions, voilà, Christophe les tient dans sa main. Nous avions Microcapitalisme qui est sorti donc en 2017, La famille par contrat en 2018. Et donc, nous accueillons aujourd'hui un nouveau-né dans cette belle collection avec les presses universitaires de France, Esquisse d'un libéralisme soutenable. Donc, 202 pages. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite à le faire parce que c'est passionnant. C'est, je le disais à Claude Gamel, très accessible. Je trouve que c'est très bien écrit. Ça permet vraiment de rentrer dans la philosophie du libéralisme, une tentative de réconciliation entre Hayek et Rawls qui ne vous fera pas perdre votre temps. Je suis aujourd'hui très heureux donc, de laisser la parole à Gaspard et puis à Claude qui va nous faire une présentation approfondie du livre. Vous pouvez participer à la discussion. Vous voyez qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Au bout de 45 minutes, on va passer aux questions-réponses. Donc, il y a 45 minutes prévues de questions-réponses. Donc, Christophe va modérer le forum et Claude donc, répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à partager et à intervenir. Voilà. Donc, je laisse la parole à Gaspard qui a donc préfacé cet ouvrage et ensuite à Claude pour nous parler du fond. Merci à tous. Bonjour, merci Maxime. Bonjour à Christophe et à Claude également. Bonjour. Et à tous nos sympathisants et auditeurs. Je suis assez ému aujourd'hui parce que ça fait finalement un long moment qu'on pense à cet ouvrage avec Claude Gamel. Moi, j'ai découvert d'abord Claude par Marc de Basquiat, qui, vous le savez, a rédigé nos rapports sur le revenu universel, nos rapports Liber, puisque Claude était son directeur de thèse. Et puis, j'ai eu la surprise de découvrir un article de philosophie académique sur Rawls et Hayek et sur précisément qui défendait l'idée qu'en fait, ils étaient moins éloignés qu'on pourrait le croire et qu'ils le pensaient peut-être eux-mêmes. Et cet article est signé Claude Gamel. Je me dis, mais ça, c'est très étonnant. Et c'est le même Claude Gamel qui est capable de s'exprimer de tracer des courbes sur les exonérations Fillon et les niveaux de dépenses publiques et les questions des charges sociales et tous ces sujets économiques extrêmement techniques et qui écrit des articles aussi informés, aussi substantiels sur des sujets proprement philosophiques et sur des auteurs de philosophie. C'est le même Claude Gamel et c'est assez rare en fait de découvrir des gens qui peuvent ainsi mêler la technique des politiques publiques avec leurs prémices philosophiques. C'est même très unique. Et c'est encore plus unique que Claude Gamel s'inscrit en tout cas dans la grande philosophie, dans la grande tradition libérale, et qu'il a le mérite de la renouveler et de dépasser, ça il le dit très clairement dans son livre, l'utilitarisme dominant depuis les années 50, pour essayer de retrouver une vision plus large, qui implique aussi davantage de sciences humaines, du libéralisme et de l'individu. Et dans ce livre, c'est fait de manière extrêmement rigoureuse, en s'adossant beaucoup sur Rawls. Et je trouve que ça permet d'abord de redonner une vigueur au libéralisme qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. Le libéralisme est très présent. On ne peut pas simplement répondre avec les concepts d'hier, il faut en élaborer de nouveaux, c'est normal, c'est une doctrine qui s'est toujours renouvelée. On parle beaucoup à Génération Libre du colloque Lippmann de la fin des années 30 qui avait permis de régénérer le libéralisme après la crise de 29 et disons les apories du laisser-faire manchestérien. Ensuite, ce colloque Lippmann, il a donné lieu à toutes sortes de fantasmes aussi. Il a commencé par le fantasme de Chomsky sur cette espèce de néolibéralisme qui aurait triomphé de manière unilatérale après-guerre. Enfin, il avait eu le mérite quand même de renouveler les concepts. Et c'est exactement ce genre de mission que doit se donner le libéralisme aujourd'hui pour revivre et s'adapter à la société contemporaine, ce que fait très bien aussi l'ouvrage de Claude Gamel, puisque toute la dernière partie est consacrée aux questions des data, aux questions de l'environnement, à la question de l'Europe.
Donc c'est très pratique. C'est à la fois un ouvrage qui va assez loin dans les fondements philosophiques des rapports entre l'individu et le collectif, et qui ensuite va vraiment dans le détail des politiques publiques, de l'ouverture du marché du travail en France, de la question de la formation professionnelle, bien sûr de la question du revenu universel qui nous est cher à tous ici. Et donc je pense que ça peut vraiment faire partie au niveau français, mais j'espère aussi international, du grand mouvement. D'ailleurs, Claude le dit au début du livre, que le débat il est très vif aujourd'hui dans le monde entier. Il cite les ouvrages de Glenwell, mais il y en a d'autres, entre libertariens, Bleeding Heart Libertarians, libéraux classiques. C'est assez, la doctrine est en plein mouvement et la France est un peu en retard, toujours à discuter du rôle de l'État avec les termes des années 70. Donc, ce travail est d'autant plus le bienvenu. Voilà, donc je suis très heureux qu'il puisse être publié, je crois, aujourd'hui même. Et je suis vraiment certain qu'il aura un succès dans notre communauté et au-delà, et qu'il permettra de discuter du libéralisme de manière beaucoup plus sérieuse dans le débat public. Voilà, donc merci Claude pour ce long exercice dont nous avons parlé longuement et qui a pris plusieurs années pour aboutir et qui est aussi une formidable profession de foi après une longue carrière qui résume un peu l'ensemble de vos travaux. Donc c'est assez émouvant aussi. Et je vous cède maintenant la parole. Eh bien, merci beaucoup et bonjour à tous d'abord. Mais merci Gaspard pour ces paroles, en effet, auxquelles je suis sensible, c'est évident. Et d'abord, je voudrais, avant de rentrer dans le détail, justement remercier un certain nombre de gens. D'abord, vous-même, Gaspard Koenig, parce que non seulement pour la préface, mais aussi pour la confiance que vous avez manifestée, alors qu'il n'y avait pas une ligne d'écrite de cet ouvrage. Hein. On s'est rencontrés autour d'un canevas de 2 pages, et puis c'est parti de là. Et sans cette confiance, je pense que la publication de cet ouvrage aurait été, si ce n'est impossible, du moins très difficile. Merci aussi à Maxime Sbeilly, parce que sans son opiniâtreté, eh bien, je pense que le projet des décision, dans la phase que nous connaissons, hein, la phase sanitaire que nous connaissons, aurait eu peut-être beaucoup plus de mal à aboutir. Et puis, je veux aussi saluer l'équipe de trentenaires de Génération Libre. Hein. Enfin, j'en connais quelques-uns maintenant. Hein. Leur rigueur, leur sérieux et leur enthousiasme m'ont impressionné. Et j'espère simplement en retour que cet ouvrage d'un sexagénaire bien avancé eh bien, leur apportera ce qu'ils espèrent pour leurs différents projets. Voilà, j'arrête avec ces petites paroles introductives, mais je tenais quand même à les prononcer. Et on rentre dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais à l'instant, attendez, j'ai un problème pour faire avancer. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Donc, comme je le disais à l'instant, cet ouvrage, il vient de loin. Hein. Il résume en effet, sur le point d'orgue de travaux qui s'étalent sur plus d'une trentaine d'années, et j'ai essayé de regrouper ici les 4 ingrédients principaux hein, que je vais commenter. Donc à l'origine, je suis économiste, hein, même si mon penchant pour la philosophie l'emporte un peu plus désormais. Mais à l'époque, donc, en 1986, je me lance dans une thèse sur l'économie de la justice sociale, c'est-à-dire la justice sociale vue par les économistes à l'époque. Donc, on parlait d'économie du bien-être, de la nouvelle, de l'ancienne, d'optimalité de Pareto, etc., etc. Enfin, je pense que s'il y a des économistes, ils voient très bien ce que je veux dire. Parallèlement, eh bien, j'étais tombé un peu par hasard sur la lecture de Hayek en français, plus précisément de Droit, législation et liberté, les 3 tomes de droit qui venaient d'être traduits et publiés au PUF d'ailleurs. Et je dois dire qu'à ce moment-là, cette lecture m'a un peu déstabilisé et je comprenais qu'il y avait énormément de choses que je n'intégrais pas dans ma réflexion d'économiste. D'économiste, je dirais, mainstream ou standard. Et puis, parallèlement, mon directeur de thèse de l'époque, Gérard Bramoulet, m'a mis entre les mains un ouvrage de couverture verte qu'il avait obtenu, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, et simplement le titre me faisait dire que ça pouvait m'intéresser. Ça s'appelait A Theory of Justice, et c'était l'ouvrage de John Rawls dans son édition originelle,
donc à l'époque non traduit en français, et en plus de la philosophie. Alors pour un économiste, évidemment, c'était un saut assez difficile à l'époque. Donc je ne peux pas dire que j'ai lu Rawls à l'époque, je l'ai découvert, mais ce que j'ai retenu à la fois de la lecture de Hayek et des premières pages de Rawls, c'est que tous les deux entamaient leur réflexion, ou en cours de leur réflexion, eh bien, prenaient leur distance, et c'est le moins qu'on puisse dire pour Hayek, et même aussi pour Rawls, vis-à-vis de l'utilitarisme. Et en effet, quand on fait de l'économie appliquée à la justice sociale, quand on cherche la maximisation de l'utilité collective, eh bien, ça a beaucoup plus à voir avec, je dirais, le plus grand bonheur du plus grand nombre au sens de Bentham qu'avec autre chose. Donc, aussi, pour le dire rapidement, les économistes à l'époque, tel M. Jourdain, faisaient de l'utilitarisme sans trop le savoir, forme très élaborée, bien entendu, avec les outils de la théorie économique de l'époque, mais de l'utilitarisme. Et donc, c'est un premier point sur lequel que Gaspard a souligné, mais je tiens en effet à faire la différence qui, dans le débat courant, est l'objet d'un amalgame complet. L'utilitarisme, c'est-à-dire la recherche, la valeur utilité, n'a pas grand-chose à voir, a un certain rapport, mais il doit être distingué du libéralisme, dont la valeur première est évidemment la liberté. Alors par la suite, je ne vais pas je vous fais grâce du détail, mais donc je peux dire que pendant plusieurs dizaines d'années, cette passion pour lire des grands auteurs que je qualifierais de libéraux entre guillemets, parce que tous ne se revendiqueraient pas comme tels, mais je pense que j'ai les moyens de défendre l'appellation que je leur accole, eh bien, j'ai pris l'habitude de lire de manière comparative, c'est-à-dire non pas un auteur pris séparément des autres, en critiquant, mais en comparant en quoi tel et tel converge sur tel point et en quoi il diffère vraiment sur tel autre point. Et donc, vous avez ma galerie personnelle de portraits, là, par ordre alphabétique, et donc, la plupart d'entre eux, j'ai testé leurs idées en les comparant à d'autres. Et j'ai commencé, comme le disait Gaspard, par Hayek, Rawls. Et puis après, quand Sen a publié, il y a une dizaine d'années, The Idea of Justice, c'est un ouvrage très important pour moi aussi, eh bien, j'ai effectué à 2 reprises une comparaison ternaire, Hayek, Rawls, Sen. Et ça a été aussi assez détonnant et assez curieux. J'imaginais pas où je pouvais en arriver. Mais de ce deuxième point, je retiendrai simplement l'élément que j'ai mis en exergue ici, c'est-à-dire que parmi les auteurs que je viens de citer, il y en a au moins 2 qui ne se qualifieraient pas de libéraux, mais de libertariens. D'abord Robert Nozick, c'est évidemment, mais aussi Philippe Van Parijs, qui, à une certaine époque, et je pense toujours aujourd'hui, se définissait comme partisan d'un libertarisme réel, et qui a donc un point de vue un peu différent pour moi du libéralisme que je dirais classique, parce que le libertarisme a pour valeur première la propriété. Et donc les libertariens ont des débats aussi approfondis et aussi passionnés que peuvent avoir les libéraux sur qu'est-ce qu'on fait de ressources naturelles, notamment du foncier, que personne à l'origine ne détient. Est-ce que la propriété privée doit l'emporter ou pas, ou la propriété collective, donc, et autre thème aussi qui les occupe beaucoup, la propriété de soi-même. Et ça donne, je dirais, des prolongements éthiques particulièrement intéressants. Bon, voilà, donc deuxième, j'essaye d'avancer. Donc le libéralisme, ce n'est pas de l'utilitarisme, mais ce n'est pas non plus le libertarisme, qui est une branche proche du libéralisme, mais qu'il faut quand même distinguer de ce libéralisme foncier. Alors, troisième ingrédient dans les présupposés de mon ouvrage, c'est évidemment, c'est peut-être ce qui m'a motivé le plus dans les dernières années, c'est une insatisfaction, et je dis là, j'utilise un euphémisme, quand on regarde en France comment est traité le libéralisme, eh bien, il y a pour le moins une opposition classique qu'on fait entre le libéralisme politique, qui est implicitement accepté par, je dirais, par tout l'échiquier politique. On est d'accord sur la séparation des pouvoirs, on est d'accord que le libéralisme à l'origine avait comme idéal bien de lutter contre l'arbitraire du pouvoir politique, et ça rassemble depuis la Révolution française beaucoup de gens. Mais de l'autre côté, on oppose à ce libéralisme politique un libéralisme économique qu'on qualifie alors avec une étiquette passe-partout pour moi, qui est néolibéralisme. Alors, comme le rappelait Gaspard à l'instant,
Je ne conteste pas que le mot néolibéralisme a un sens, notamment pour les historiens du libéralisme, hein, Lippmann et autres, tout à fait. Par contre, dans le débat politique, et alors n'en parlons pas des médias, quand quelqu'un annonce qu'il considère cette proposition comme néolibérale, c'est pratiquement une étiquette infamante qui n'a pas lieu d'être, hein, à mon avis, parce que vous avez la réponse sous les yeux, eh bien, les libéralismes que je qualifie d'intégrés de Hayek et de Rawls, hein, pour reprendre ces deux-là, sont caractérisés par le fait que, précisément, au lieu d'opposer, ils intègrent les deux dimensions libérales du politique et de l'économique, avec, je dirais, une espèce de cheval de Troie qui est la dispersion du pouvoir, hein, qu'il soit politique, hein, par la séparation des pouvoirs et par la démocratie libérale, hein, tout simplement, et qu'elle soit économique avec le marché qui, normalement, doit pouvoir, par la concurrence, et bien aussi disperser au mieux le pouvoir économique. Donc voilà, c'était ce malaise-là qui profondément me fait dire que, eh bien, il faut quand même faire quelque chose pour améliorer l'état du débat sur le libéralisme en France. Et puis alors, quatrième ingrédient, si j'ose dire, ben, c'est une intuition. Hein. L'intuition, c'est que Hayek et Rawls ont réussi à intégrer les deux dimensions du libéralisme dont je parle parce qu'ils ont osé confronter leurs propositions, leurs réflexions à la question redoutable de la justice en société. Alors, je dis justice en société parce qu'Hayek, précisément, refuse l'expression justice sociale, mais il parle bien de justice. Et donc, vous avez le début de ma réflexion, c'est-à-dire que pour que le libéralisme soit socialement soutenable, c'est-à-dire que les gens puissent le supporter, hein, au sens premier du terme, et puis pour qu'ils puissent éventuellement y adhérer, eh bien, il faut qu'ils tiennent compte de cette dimension sociale évidente. Alors, comment cela? Eh bien, progressons dans la réflexion. Pourquoi ne pas reprendre l'une ou l'autre des deux pistes déjà avancées, hein, par mes deux auteurs favoris qu'on a déjà cités? Alors d'abord, pourquoi pas la piste de l'ordre social spontané de Hayek? Eh bien, non pas parce qu'elle est rigoureuse, alors vous voyez je considère comme trop rigoureuse. Elle est en effet rigoureuse au plan intellectuel. Hein, il y a une véritable dialectique libérale chez Hayek entre ce qu'il appelle l'ordre social spontané. Hein, nous sommes les acteurs du système, mais il n'y a pas de pilote. Et pourtant, nous arrivons à nous coordonner. Et de l'autre côté, des organisations dont la complexité est plus faible et qui permet quand même aux individus de s'organiser, de se planifier, de structurer, de programmer. Et bien, donc, avec cette dialectique, hein, ordre social spontané, organisation, le point de synthèse, eh bien, c'est précisément là où il rejoint l'idée de justice, c'est ce qu'il appelle les règles de justice, de juste conduite, qui sont dans son esprit ce qu'il faut découvrir petit à petit, c'est le juge qui doit le faire, donc la jurisprudence en fait, qui doit protéger la liberté des individus et qui doit permettre aussi de protéger le marché, parce que le marché, c'est un processus de coordination qui permet de mobiliser les connaissances qui sont dispersées dans l'ensemble de la société à travers l'expertise, l'expérience des uns et des autres, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc, si cette idée d'ordre social spontané est à conserver en toile de fond, hein, je la conserve. Par contre, les règles de juste conduite, elles me paraissent définir une éthique tout à fait acceptable, mais qui serait difficilement supportable par nos contemporains, même si le sous-titre de droit, législation et liberté, je le relisais tout à l'heure, c'est une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d'économie politique. Donc, Hayek a bien en tête l'idée de justice, mais son contenu est vraiment trop rigoureux au sens que je viens d'évoquer. Alors, pourquoi ne pas adopter alors la piste qui est a priori plus supportable, alors supportable au sens premier du terme, là encore, de ce que Rawls appelle la démocratie de propriétaire, hein, qui est l'idéal de société qu'il vise, et qui repose sur un triptyque qui commence à être bien connu, heureusement, en France, hein, mais que je vais quand même rappeler dans un instant. C'est le triptyque principe d'égale liberté qui concerne le niveau politique, et puis un second principe de justice qui se décline en deux volets, la juste égalité des chances et le principe de différence. Et donc, avec ces éléments-là, notamment avec le troisième qui me paraît le plus original, qui est le plus passionnant à mon avis,
eh bien, ce qu'on appelle quelquefois à la suite de Rawls l'égalitarisme libéral a plus de chances d'être accepté par nos contemporains, mais il faut quand même l'approfondir. Et pourquoi faut-il l'approfondir? Parce que c'est là où ma casquette d'économiste, je remets ma casquette d'économiste. Pour parler de la démocratie propriétaire, il ne faut pas s'en tenir au niveau philosophique, il faut accepter de rentrer dans un certain nombre de détails, mettre les mains dans le cambouis de la complexité sociale. Et donc, c'est là où l'économiste, quelquefois, a un intérêt. D'où bien ce troisième niveau, donc nécessité de passer de la philosophie à l'économie. Donc, mon approche, elle est inspirée par Rawls, mais vous allez le voir, je fais subir à la pensée de Rawls un certain nombre de contorsions où je triture sa pensée de telle manière que, évidemment, Rawls, et s'il y a aussi des Rawlsiens à l'écoute, eh bien, risquent de ne pas s'y retrouver. A priori, les idées sont là pour être exploitées à sa manière. Donc, eh bien, vous avez l'idée de ce que sera ce que cet ouvrage essaye de faire. Il s'agit de rendre le libéralisme socialement soutenable. Et mon idée, alors un peu folle, je le reconnais, mais je suis en fin de carrière, on se permet des choses qu'on ne se permet pas quand on commence. Mon idée un peu folle, à force de lire tous ces grands auteurs qui sont vraiment stimulants intellectuellement, ça a été de dire, je vais essayer de tenter ma propre combinaison. Et donc, je vais prendre des pièces de leur puzzle respectif, qui n'est pas le même. Celui de Hayek n'est pas du tout celui de Rawls, vous vous en doutez. Et pourquoi pas les rendre éventuellement compatibles en ajoutant des pièces inédites pour combler les trous du puzzle. Et c'est comme ça que, eh bien, si les pièces que je juxtapose finissent par s'estomper, eh bien, le pari que je tente devant vous sera réussi si, eh bien, l'esquisse d'ensemble paraît cohérente, alors que les éléments que j'emprunte sont évidemment beaucoup plus disparates. Alors, eh bien, allons-y. En quoi consiste ce que j'appellerais donc le puzzle d'un libéralisme socialement soutenable? Alors, c'est sur cette diapo qu'on va passer un certain temps, vous vous en doutez, parce que c'est vraiment le cœur de l'ouvrage. Et on va commencer par la colonne de gauche, la philosophie, avant de passer, comme le suggèrent les flèches rouges, à l'économie. Alors, la philosophie, vous retrouvez eh bien, les trois principes que j'évoquais chez Rawls, égale liberté, juste égalité des chances, principe de différence. Mais à chaque fois, eh bien, je prends appui sur Rawls, mais je le détourne, si j'ose dire. Alors, au premier niveau, c'est l'extension du principe d'égale liberté du domaine politique où le cantonne Rawls, c'est l'ensemble des libertés auxquelles les individus doivent tous avoir droit de manière égale, la liberté d'expression, la liberté de migration, etc., de manifestation, ce qui relève donc du domaine politique. Et mon idée, c'est que cette idée d'égale liberté, qui me paraît fondamentale, eh bien, il faut l'étendre au domaine économique. Mais l'étendre au domaine économique, Rawls, si j'ai le temps, j'y reviendrai, s'y refuse, ou du moins est très prudent. Mais pour l'étendre, eh bien, ce qui m'a montré que c'était à la fois une idée intéressante mais compliquée, c'est le débat qu'ont eu, alors, deux des auteurs que j'ai déjà évoqués, d'un côté Hayek et de l'autre Sen, sur ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Les droits économiques et sociaux, ça commence dans les années 40, c'est les droits dits de deuxième génération par rapport aux droits civils et politiques. Et donc, pour faire bref, pour Hayek, étendre le libéralisme à ces droits économiques et sociaux du type droit au logement, droit à une alimentation, etc., droit au travail, donc c'est là où on se rapproche de mon sujet, eh bien, tout ceci relève d'une illusion tant que ces droits n'ont pas la contrepartie sur, je dirais, quelle est l'institution qui doit les garantir et les appliquer. Et de l'autre, il y a la position de Sen, beaucoup plus récente, qu'il défend dans l'idée de justice dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à dire que c'est dans sa vision, je dirais, plus morale que juridique des droits économiques et sociaux, il s'agit là de défendre ces droits comme objectifs, goals, rights, comme je dis, et donc il s'agit de les défendre comme objectif, et pour cela, le droit est un élément, mais on peut avoir aussi d'autres éléments, les groupes de pression qui militent, etc., etc. Et donc pour lui, eh bien, ces droits économiques et sociaux sont tout à fait acceptables, c'est une évolution souhaitable de la société qui peut apparaître avec eux.
Alors, deuxième niveau, hein, je reviendrai après sur les conséquences du plan économique. Deuxième niveau, la juste égalité des chances et le principe de différence. Alors, je les traite ensemble parce que ça fait donc partie, ce sont les deux volets du second principe de justice chez Rawls, qui sont jumelés, hein, quelque part, hein, et qui traitent des inégalités économiques et sociales. C'est ça l'intéressant. Et donc, si les inégalités sont d'origine sociale, dit Rawls, eh bien, on doit pouvoir structurer ces inégalités de telle manière qu'elles garantissent contre l'arbitraire du milieu social de naissance, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que, quel que soit le milieu social de naissance, quelqu'un puisse avoir le parcours de vie et les choix de vie qu'il est capable d'entreprendre. Et de l'autre côté, le principe de différence, hein, au troisième niveau, c'est dans la logique de Rawls, là où les inégalités ne peuvent pas être nivelées, comme dans le cas précédent, hein, il faut prendre acte qu'il y a une partie des inégalités hein, qui relève de notre arbitraire, hein, qui n'est pas celui du milieu social de naissance, mais ce qu'il appelle de manière rapide la loterie génétique, hein, les inégalités d'origine naturelle, hein, la capacité intellectuelle, physique, la résistance à la fatigue, enfin tout ce qu'on peut mettre là derrière, et qui fait que, eh bien, il y a des gens qui vont avoir un potentiel, un capital pour s'insérer dans la société bien plus élevé à ce niveau-là. Et donc l'idée du principe de différence, hein, il y a bien des différences, de capacités naturelles, eh bien, il s'agit de les mettre au service de tous. Et donc le principe de différence, c'est de dire qu'on tolère que ceux qui ont le maximum de capacité en profitent et s'enrichissent du moment qu'il y a une retombée pour ceux qui ont eu évidemment un capital beaucoup plus réduit et qui réussissent moins. Donc, les inégalités doivent être arrangées de façon à ce qu'elles profitent aux plus défavorisés de ce point de vue. Alors là, de suite, qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, le principe de différence de Rawls, ça ne relève pas de ce que on entend dans le débat politique français depuis quelque temps, de la thèse du ruissellement spontané. Hein. C'est parce que les riches dépensent que finalement les pauvres finissent par profiter de la richesse que les uns ont pu accumuler. Pas du tout. Hein. Le principe de différence au sens de Rawls, pour reprendre l'image toujours de l'eau, eh bien, c'est une canalisation forcée par l'impôt redistributif qui va des plus riches aux plus pauvres. Et donc, il s'agit à l'arrivée de savoir comment on fait bénéficier les plus pauvres de cette canalisation forcée de la redistribution. Et c'est là qu'on tombe alors sur un débat qui m'a beaucoup passionné depuis maintenant quelques années, c'est le débat entre Rawls et Van Parijs, qui s'est initié dans la revue de Harvard Philosophy and Public Affairs, en plusieurs étapes, mais que je résumerai en disant que c'est le débat sur les surfeurs de Mali. Parce que Rawls et Van Parijs se sont rencontrés, ils se connaissent bien, enfin se connaissaient bien, puisque Rawls est maintenant décédé depuis une vingtaine d'années, et donc à l'époque, hein, au début des années 90, ils ont eu un échange vif, Rawls disant, eh bien, non, si on redistribue, on doit redistribuer à ceux qui veulent au moins travailler, même s'ils sont au chômage, mais ceux qui passent leur temps à surfer parce qu'ils adorent ce loisir, eh bien, ceux-là doivent se débrouiller par eux-mêmes, ils n'ont droit à aucune contribution de la société. Ce à quoi Van Parijs répondait, eh ben non, il faut quand même que si les gens choisissent eh bien, un mode de vie qui soit pas l'insertion par le travail, mais l'insertion par, je dirais, la philanthropie ou par d'autres canaux qui les intéressent, eh bien, on doit pouvoir être neutre vis-à-vis des modes de vie que les gens choisissent. Hein, c'est libéral au sens premier du terme. Et donc, même les surfeurs de Malibu doivent avoir droit à la redistribution issue du principe de différence. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître, évidemment, ce que Van Parijs a été vraiment celui qui a le plus contribué à faire apparaître le débat sur le revenu de base, sur le revenu universel, sur l'allocation universelle, comme il disait à l'époque en français. Enfin, c'est là que, évidemment, Rawls n'accepterait certainement pas, évidemment, le revenu de base. Et c'est pourtant ce à quoi on va aboutir, comme on va le voir dans un instant dans la colonne de droite. Alors, eh bien, justement, arrivons-y, de colonne de droite, l'économie. Eh bien, alors, il s'agit maintenant, donc, vous l'avez compris, eh bien, de traduire en proposition de politique publique, si possible, hein,
esquissé, hein, c'est vraiment une esquisse, on ne peut pas rentrer dans trop de détails, bien, ce qui pourrait relever donc des premiers niveaux de politique d'égale liberté de travailler, hein, donc en haut à droite. Et donc, il s'agit tout simplement ici bien, de disperser au maximum le risque du marché, en l'occurrence du marché du travail entre les individus, et faire en sorte ensuite que ceux qui veulent travailler puissent le faire, c'est-à-dire lutter contre le chômage. Alors, avec ces deux dimensions, eh bien, vous avez l'explication enfin, des quelques propositions que je fais. D'abord, il s'agit d'ouvrir au maximum le marché du travail à ce qu'on appelle les outsiders, qui ont d'autant plus de mal à pénétrer que les insiders ont tendance à avoir des rentes de situation qui, évidemment, rendent l'arrivée des nouveaux plus difficile. Donc, ça signifie beaucoup de choses. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'agit probablement de réformer le Code du travail en allant à l'essentiel et en évitant de trop détailler, parce qu'à force de détailler, en effet, on renforce la rente de situation de ceux qui ont pu rentrer sur le marché du travail, mais on rend de plus en plus difficile la situation des autres. Alors, un exemple que je prendrai, mais qui est en liaison avec le revenu de base, je peux soutenir qu'on peut remettre en cause le salaire minimum dès lors qu'on monte en puissance le revenu de base inconditionnel. Parce que le salaire minimum protège en effet ceux qui ont un emploi, mais par définition, ceux qui n'ont pas d'emploi n'ont même pas ce salaire minimum qui n'est pas beaucoup, je suis bien d'accord, mais ils n'ont même pas ce minimum. Tandis qu'avec le revenu de base, le revenu de base, parce qu'il est inconditionnel, permettrait aux gens de ne pas accepter n'importe quel emploi et de travailler dans un emploi qu'ils pourraient finir par accepter parce qu'ils ont quand même, je dirais, le moyen un rapport, un pouvoir de négociation minimal grâce à ce revenu de base qui doit évidemment être le plus élevé possible. Autre dimension des politiques d'égale liberté de travailler, le contrat de travail unique, mais ça c'est une idée que j'emprunte à mon collègue Pierre Cahuc, qui défend ça depuis une quinzaine d'années, mais qui consiste tout simplement dans la dualité du marché entre les insiders et les outsiders, il y a une dimension juridique évidente, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un contrat de travail unique qui soit un point d'équilibre entre le CDD et le CDI actuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'insisterai par contre plutôt sur le partage des profits, qui me paraît une idée aussi qui remonte loin en économie du travail. Martin Weissman, qui est un économiste il y a maintenant 30 ans, qui proposait cette idée-là, c'est-à-dire que le salaire du travailleur, du salarié, soit en partie fixe et en partie une partie variable en fonction des profits de l'entreprise. Alors, je ne reprends pas telle quelle sa proposition, je la rapproche du revenu de base. Et l'idée, c'est de dire que désormais, si un individu a un revenu composé de 3 strates, le revenu de base inconditionnel auquel il a droit, bien entendu. Ensuite, la partie fixe de son salaire, qui va être évidemment plus faible que sa partie actuelle, il pourra accepter en contrepartie du revenu de base une partie variable, c'est-à-dire le risque du marché, là aussi, d'être associé donc à la profitabilité de l'entreprise dans laquelle il est inséré. Et en faisant ça, donc, le revenu de base compense la prise de risque. Mais avec un avantage évident, c'est que le salaire fixe que l'entreprise a versé sera évidemment plus faible, et donc, a priori, ça stimule la création d'emplois. Ça va de soi. Et puis, dernier élément, puisqu'on en est à la création d'emplois pour rendre le coût du travail moins élevé, il faut évidemment que la protection sociale soit autrement financée. Et je vais faire bref, mais il s'agit de quitter, je dirais, le système bismarckien qui fait tout peser l'essentiel sur le travail pour un système plutôt beveridgien. Et dans mon esprit, l'impôt qui devrait monter en puissance, il remonte à Michel Rocard, c'est la contribution sociale généralisée qui a le grand avantage d'être pour l'essentiel proportionnelle. J'y reviendrai s'il y a des questions ou des remarques là-dessus. Alors, je passe maintenant au deuxième volet, comment enrichir les capacités. Dans l'idéal de Sen, la capacité, c'est l'éventail des modes de vie entre lesquels les individus doivent pouvoir choisir, mais on ne cherche pas à avoir l'égalité des capacités parce que c'est trop compliqué et puis tous les individus sont des cas particuliers. Alors, vous avez un peu la piste. Pour ce qui est des plus jeunes, c'est là où, je dirais, le financement public doit se concentrer, à mon avis. Donc, une nouvelle école de la République, fortement gratuite, évidemment, complètement décentralisée,
Donc, ça signifie que ce n'est plus, je dirais, le système de l'éducation nationale, et pédagogiquement autonome. Chaque chef d'établissement est un responsable de l'équipe pédagogique qu'il recrute. Et évidemment, j'ai oublié de le dire, hein, quand on parle de contrat de travail unique, ça signifie que le statut de la fonction publique n'a plus lieu d'être en dehors de quelques exceptions éventuellement. Alors à l'inverse, donc là, on met le paquet sur les jeunes mineurs parce que c'est là que tout se joue, tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, pour le jeune majeur, eh bien, mon expérience universitaire depuis 30 ans me fait dire que beaucoup de jeunes croient, et malheureusement ils sont quelquefois démentis, que leur insertion dans la vie dépend de la valeur du diplôme qui ne doit pas être déprécié pour pouvoir s'insérer. Or, eh bien, dans le système actuel, eh bien, à cause d'une démocratisation quantitative qui est la montée tubulaire des générations qui vont au bac, puis à bac plus 3, puis à bac plus 5, etc., eh bien, on arrive à une impasse aujourd'hui. Hein. Et donc, à mon avis, il faut revenir aux bases, c'est-à-dire que la poursuite d'études doit être réservée à ceux qui en ont vraiment la capacité au sens propre du terme, et donc l'enseignement supérieur doit être privatisé, doit être sélectif et doit être concurrentiel, quitte évidemment à se trouver des formules de financement pour ceux qui n'ont pas les moyens de financer par le revenu de leurs parents ces études dans les universités privées, et cela, ça passerait eh bien, par des systèmes comme le modèle australien, hein, ou le modèle oregonais que j'ai découvert récemment à travers un rapport de Génération Libre, hein, Manny Berton. Dans les deux cas, eh bien, soit l'individu rembourse après coup les prêts publics que l'État lui a fait, et soit dans le deuxième cas, il a des études gratuites, hein, mais il contribue après sa sortie dans la vie active un remboursement par un prélèvement sur son revenu. Et évidemment, le niveau de revenu dépend de la qualité des études qu'il a pu suivre. Et puis, je pourrais dire la même chose, donc, les autres, notamment de la formation professionnelle, qui doit profiter, à mon avis, d'abord aux chômeurs et non pas aux salariés, c'est-à-dire aux insiders. C'est évidemment ce que la loi de 71, votée par Jacques Delors, avait prévu, à une époque où il n'y avait pas de chômage, mais aujourd'hui, il y a du chômage. Il faut d'abord que la capacité de bifurquer soit offerte prioritairement à ceux qui sont dans une impasse, celle du chômage de longue durée notamment. Et évidemment, je termine ma description donc, du libéralisme socialement soutenable, selon mon point de vue, par l'idée que eh bien, l'essentiel de la protection sociale doit désormais passer par un revenu de base aussi élevé que possible, mais qu'il s'agit de financer correctement. Donc le compromis dont je parle là, c'est un compromis entre l'idéal de Van Parijs qui voulait que le revenu de base soit neutre vis-à-vis des activités, mais quand on introduit le financement, eh bien c'est évidemment le financement, tout le monde doit y contribuer, notamment si c'est la CSG ou une pseudo-CSG qui y contribue, mais ça signifie qu'il y a un compromis à trouver. À ce moment-là, il y a une bascule pour rendre quand même le système incitatif au travail. On y reviendra. Donc, à l'arrivée, il faut que le système de protection sociale soit réformé, mais ça implique une réforme également de la fiscalité. Hein. On ne peut pas créer le revenu de base sans prévoir le système de financement qui va avec. Donc, autrement dit, hein, ce que j'esquisse là, c'est un changement de paradigme dans la protection sociale. On quitte le welfare state progressivement, hein, c'est-à-dire l'État-providence où on est orienté vers la satisfaction de besoins. Et c'est quelque part une approche très bien-être collectif, très utilitariste. Et si on suit l'idée du revenu de base tel que je l'avance, eh bien on oriente la protection sociale vers un revenu de base qui soit maximal, mais après, hein, le complément, pour s'assurer pour ses vieux jours, pour s'assurer contre la maladie, eh bien, ça doit relever essentiellement d'un financement privé, peut-être rendu obligatoire d'ailleurs, et ce n'est plus, je dirais, le système de l'État-providence avec la tubulure que l'on connaît et que Marc de Basquiat connaît encore mieux que moi à ce niveau-là. Et donc, dernier point sur lequel je veux insister, c'est le fait que je ne crois pas du tout aux expérimentations partielles qui sont surtout là pour des buts politiques qui consistent à convaincre le citoyen que eh bien, les gens qui on donne un revenu inconditionnel ne resteront pas chez eux fainéants. C'est à peu près acquis. Hein.
Par contre, je pense que je milite pour une montée en puissance progressive, hein, c'est-à-dire un niveau de revenu de base au départ très faible, avec évidemment un financement très faible, et petit à petit, on essaie de faire basculer le système de l'État-providence vers l'État revenu de base, si j'ose dire. Enfin, dernier point, enfin, avant-dernier, ben, vous avez, là, ça va être très rapide, hein, ben, si donc vous pensez que l'ensemble des ingrédients que j'ai essayé de juxtaposer a un sens, eh bien, voilà l'esquisse que j'ai essayé de construire. Hein, vous avez tout simplement le sommaire de l'ouvrage, hein, et vous voyez donc les 3 parties qu'on vient de décortiquer, et chacun des chapitres à l'intérieur des parties. Dans un cas, à dominante philosophique, et dans l'autre cas, à dominante économique. Mais je ne vais pas m'attarder plus, si ce n'est sur ce que j'ai mis en rouge en bas, c'est-à-dire la conclusion. Et la question, évidemment, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au bout, est-ce qu'on a vraiment un libéralisme soutenable, c'est-à-dire acceptable par nos contemporains? Et alors là, c'est une question encore plus redoutable, évidemment, qui fait que la conclusion a pris une place que je n'avais pas prévue au départ du tout, parce que quand on se coltine à la réalité de la complexité d'aujourd'hui, eh bien, évidemment, on ne peut pas dire que même en ayant traité la question de la justice sociale et en ayant essayé de la traiter, on a résolu l'ensemble des problèmes, pas du tout, évidemment. Alors, eh bien donc, la démocratie propriétaire au sens où je l'entends, hein, avec les éléments que je viens d'évoquer, doit subir, à mon avis, donc, un certain nombre de tests de robustesse, hein, savoir si elle est au moins compatible, si ne permet pas de résoudre les problèmes, au moins est-ce qu'elle est compatible avec un certain nombre de solutions qui permettraient d'éviter sa réfutation complète. Alors vous avez là les 4 tests que j'ai imaginés. Hein. Le premier, à mon avis, le plus important, c'est que si on laisse donc le revenu de base comme clé de la protection sociale avec un impôt proportionnel pour le financer, évidemment, petit à petit se créent des patrimoines qui peuvent être concentrés entre les mains de main. Hein. Donc, il faut absolument que, s'il y a une démocratie de propriétaire, il faut qu'il y ait redispersion de ce patrimoine et qu'il n'y ait pas, sur la longue durée, une concentration excessive. Ensuite, eh bien, il y a les défis du numérique qui sont là qui touchent à la fois les aspects politiques, hein, la démocratie, mais aussi les aspects économiques, hein, ça va de soi. Il y a évidemment la transition écologique, et puis il y a enfin ce que j'appelle le désordre spontané des relations entre États, hein, c'est-à-dire, je fais un clin d'œil là à Hayek, hein, si pour Hayek des millions d'individus arrivent à se coordonner dans un ordre social spontané, eh bien, quelques centaines d'États et d'organisations internationales et d'ONG n'arrivent pas à accoucher d'un ordre des relations internationales qui soit acceptable, on le voit bien. Et donc, c'est probablement là le défi le plus important. Alors, je ne vais pas développer tout parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais vous avez l'idée générale de la conclusion, c'est que le libéralisme soutenable donc, peut fournir des réponses adaptées, notamment sur le premier point. Et là, c'est un point que j'aimerais redévelopper si j'ai le temps tout à l'heure. C'est l'idée que, eh bien, plutôt que d'essayer de corriger après coup la dispersion du capital, il vaut mieux concentrer, comme je le suggérais avec la nouvelle école de la République dont je parlais tout à l'heure, tous les moyens sur la dotation initiale en capital humain. J'ai des arguments pour développer, on y reviendra peut-être. Mais évidemment, ces réponses adaptées ne sont pas suffisantes et sont complètement incomplètes. Et il faut évidemment d'autres dispositifs. Alors, vous en avez quelques-uns ici, hein, la propriété des données personnelles, la régulation de la concurrence adaptée aux GAFAM, qui occupent une espèce d'angle mort de la régulation de la concurrence qu'il faut absolument satisfaire. Et puis, j'ai aussi l'idée du marché mondial des droits à polluer comme solution la plus réaliste pour vraiment avancer vers une maîtrise de la transition écologiste. Et il reste évidemment le test le plus difficile, celui du désordre des relations entre États. Bon, là, évidemment, hein, pas plus que d'autres systèmes, ce que j'essaye de défendre n'a de solution à l'état actuel des relations internationales. C'est de la géopolitique, c'est du réalisme à l'état pur. Mais ce que j'espère en conclusion, c'est que par les valeurs que ce libéralisme soutenable promeut, hein, c'est-à-dire le travail, des capacités enrichies et un revenu de base, eh bien, il pourrait quand même contribuer à accélérer l'intégration des États européens dans un ensemble fédéral, hein,
des États-Unis d'Europe. Parce qu'à mon avis, si on y arrivait, eh bien, c'est évidemment à ce niveau au moins européen, si ce n'est complètement international, que l'ensemble des défis que j'ai évoqués plus tôt là, ont le plus de chances d'être maîtrisés. Voilà, je m'arrête là. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère surtout avoir été assez clair. Merci de votre attention. Merci. Alors, je vais prendre les questions que je vois déjà. J'invite tous les participants à continuer à en poser d'autres ou à réagir. Christophe, juste un point. Moi, j'ai mon PowerPoint à l'écran, mais je ne vois personne. Et comment je fais pour revenir dans le jeu? Eh ben, tout en bas de l'écran, là où c'est marqué écran partagé, il faut cliquer dessus pour le désactiver. Normalement, c'est un petit bouton vert au milieu de l'écran. Ouais, je crois que c'est bon. Non. Vous voyez le petit bouton vert écran partagé au bas de votre écran? Bon, attendez, en fait, je vais vous le désactiver moi-même. Ouais, voilà, parce que là, j'y arrive pas. Simple. Hop, j'interdis à tout le monde d'avoir un PowerPoint. Voilà. Voilà, ouais, c'est parfait. Là, merci, je vois en fait des visages. Parfait. Alors, peut-être première question dans l'ordre. Est-ce que vous avez des exemples de pays qui se rapprocheraient aujourd'hui de cette vision du libéralisme soutenable? Des pays qui se rapprocheraient, qui combineraient l'ensemble des trois éléments principaux qu'on vient d'évoquer. Comme ça, non, j'en vois pas. J'ai oublié de le dire, mais dans le débat sur le néolibéralisme, dans mon esprit, le libéralisme, c'est une philosophie qu'il ne faut pas mélanger ou confondre avec le capitalisme, qui est un état des pratiques des affaires. Il y a du capitalisme en Chine, aux États-Unis, en Europe. Et donc, pour l'instant, le système philosophique que je décris, à mon avis, n'a pas vraiment d'application. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il ne faut pas essayer de proposer. Enfin, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée très précise là-dessus. Si ce n'est que ce sont quand même des pays qui doivent accepter l'économie de marché. Et donc peut-être que du côté de l'Asie, il y a des choses à voir, notamment du côté de Taïwan, qui a l'avantage, à mon avis, si quand même, là, il n'y a pas, à ma connaissance, de revenu de base à Taïwan, mais par contre, c'est un État dans lequel on met le paquet sur la dotation en capital humain des jeunes, et on s'aperçoit que les inégalités à Taïwan sont tout à fait comparables à celles du Canada, et la façon d'arriver au même niveau d'inégalité est par deux circuits complètement différents. Au Canada, on redistribue beaucoup et on investit relativement peu dans l'éducation, tandis qu'à Taïwan, c'est exactement l'inverse. On parie tout sur l'éducation, et puis après, grâce à ces compétences vraiment poussées au maximum, eh bien, à l'arrivée, les gens réussissent assez bien et les inégalités ne sont pas plus larges que par rapport. Ça, c'est une idée que j'emprunte à un économiste qui gagnerait à être connu, c'est l'inventeur de la courbe de l'éléphant. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à beaucoup de gens, la courbe des revenus de l'éléphant. C'est Branko Milanovic, qui travaillait dans une organisation internationale, qui a écrit un ouvrage récemment que je cite dans l'ouvrage et auquel j'emprunte cette comparaison entre Taïwan et le Canada. Très bien. Alors, autre question. Je cite, le partage des profits suggérés avec un impact incident sur la construction de la rémunération induit-il la participation des salariés aux décisions de l'entreprise au sens cogestion ou Mitbestimmung allemand? J'ai une petite note en bas de page en disant, en effet, bon, si on veut faire accepter ce partage des profits, outre le fait que le revenu de base est un moyen peut-être de faire prendre conscience aux salariés qui ne prennent pas un risque inconsidéré en acceptant que peut-être 20%, 30% de leur salaire soit variable. En contrepartie, évidemment, je pense en effet que la voie de la participation des salariés, comme elle existe déjà en Allemagne dans les grandes entreprises, est une bonne idée. Il faut associer à ce moment-là le travail au capital, c'est-à-dire qu'il y ait au moins des représentants des salariés dans les conseils d'administration en question. Ne serait-ce que pour négocier le partage.
Alors, je lis une question de Frédéric Marty. Je n'ai pas encore lu ton ouvrage, mais j'aimerais te poser une question sur le lien entre ton approche et la conception ordolibérale d'économie sociale de marché. Quels ponts peuvent être jetés entre les deux, ou est-ce que ton cadre est radicalement différent? Ah non, 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 je cite à plusieurs reprises l'ordolibéralisme. Hein. Alors l'ordolibéralisme, hein, c'est la régulation de la concurrence, c'est une politique monétaire stricte et c'est l'équilibre des finances publiques. J'ai aucun problème avec ces trois piliers. Et notamment donc, dans la régulation des GAFAM donc, que j'évoquais rapidement en conclusion. Et je sais que Frédéric Marty travaille là-dessus et en effet, c'est ce qu'il faut faire. Mais donc, ça me paraît peut-être, bon, alors, je ne sais pas, peut-être, en effet, ce que je propose n'est peut-être pas si original que ça. C'est peut-être une variante de l'ordolibéralisme relevant du revenu de base qui n'existe pas évidemment en Allemagne et éventuellement aussi sur ce que j'ai un peu trop rapidement traité, c'est-à-dire une école de la République qui concentre tous les moyens publics, y compris ceux de l'université actuellement. Hein, si les professeurs de l'école doivent être des gens compétents et motivés, donc c'est par le salaire. Et donc, s'il faut prendre à l'université, on prend à l'université, parce que l'université, à mon avis, relève d'un choix qui sera probablement plus favorable je dirais, à la réussite des individus s'il y a un système concurrentiel à l'université. Bon, ça, je ne pense pas que ça soit forcément le cas en Allemagne pour l'instant. Alors, je vais ramasser plusieurs questions ensemble qui tournent autour du revenu universel. Alors, Robert Charby se demandait si votre vision du revenu de base allait plus loin que celle de Marc de Basquiat en se substituant à l'ensemble de la protection sociale. Jean Mercier-Itier, toujours sur ce revenu de base, se demande si ça peut suffire, je le cite, pour faire société, et est-ce que les politiques publiques ont des responsabilités particulières dans ce registre, au-delà de la simple distribution du revenu de base. Kevin Brooks nous interroge aussi sur comment éviter l'écueil avec le revenu de base ou un système redistributif de casser le système de prix sur le marché du travail. En gros, comment garder l'efficience, je cite, catalytique du marché qui guide chaque individu vers des activités socialement profitables, récompensées par un salaire ou des profits plus élevés. Et je m'arrête là, j'en ai peut-être loupé sur le revenu universel, mais voilà, c'est déjà suffisant, je pense. Oui, alors, il faut que je m'en souvienne. Alors, Marc de Basquiat, bon, ben là, j'ai aucun problème, je sais exactement ce qu'il fait, et je cite, je dirais, les travaux de Marc et de Gaspard Koenig, hein, deux rapports qui ont eu lieu déjà. Moi, je me situe, je dirais, je ne vais pas dans le détail de ce qu'il fait, et qu'il est, à mon avis, un des seuls à faire en France actuellement. Il a une connaissance intime du système de protection sociale, de la complexité inouïe qu'il a, et je lui fais confiance. Mais par contre, là où en effet on a une ligne différente, c'est que lui, il fait avec l'existant, qu'il veut améliorer, tandis que si vous avez bien suivi, moi j'ai une perspective de beaucoup plus long terme, et je n'hésite pas à soutenir qu'on change de paradigme. Hein, que l'idée qui est actuellement dans l'air, hein, par exemple, de mettre un revenu de base pour les 18-25 ans parce qu'ils n'ont rien, c'est-à-dire de créer une nouvelle strate à la protection sociale actuelle, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Peut-être que c'est un effet à faire dans l'urgence de la crise actuelle, je ne conteste pas. Mais si c'est pour faire vendre le revenu de base, le ramener à une nouvelle strate de la protection sociale déjà très compliquée qu'on a en France, non, je ne suis pas d'accord. Jean Mercier-Itier, vous pouvez me rappeler ce qu'il dit là? Oui, tout à fait. Il demandait si ça suffisait, ce revenu de base suffisait pour faire société. Et est-ce que, je lis, les politiques publiques ont des responsabilités particulières dans ce registre au-delà de la simple distribution du revenu de base? Si vous avez suivi l'exposé jusqu'au bout, il y a deux grands endroits où on intervient. Le revenu de base qui en effet est amené à se substituer pour l'essentiel à la protection sociale avec l'idée qu'on renforce la liberté des gens et pas forcément la satisfaction de besoins particuliers pris les uns après l'autre avec des revenus conditionnels, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, j'insiste, c'est l'école. C'est l'école, la nouvelle école complètement décentralisée. Donc on met plus d'argent qu'actuellement que l'éducation nationale, mais on la confie, je dirais, à l'échelon local.
et avec une autonomie pédagogique qui peut aller jusqu'à admettre ce qui existe déjà avec les écoles privées sous contrat. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui sont dans des écoles privées sous contrat, qui sont payés par le rectorat, mais avec des écoles privées. Donc, autrement dit, on peut très bien aller dans cette voie-là et accentuer, je dirais, la diversification du système pour l'adapter eh bien, aux contingences locales. Alors, ce que je conserve quand même, parce que c'est qu'il faut quand même qu'à l'arrivée, quels que soient les moyens, quelles que soient les stratégies pédagogiques des écoles, il faut qu'à l'arrivée, elles puissent être évaluées sur la réalisation d'un programme. Donc, il y a un programme de base que toutes les écoles doivent avoir en tête, et notamment un aspect laïcité. Alors là, ce n'est pas un thème que je vais aborder ici, j'en suis bien incapable, mais il est évident qu'il ne s'agit pas de diversifier les écoles jusqu'à ce que accentuer le communautarisme. Mais on peut très bien avoir une école de la République, c'est pour ça que je parle d'école de la République, mais qui soit parfaitement décentralisée et qui ne soit pas dans le modèle qu'on adopte depuis Jules Ferry, qui a l'école publique gratuite et obligatoire, d'accord, publique, gratuite et éventuellement obligatoire, ça peut se discuter, mais décentralisée. Pour continuer sur le revenu universel. Il y avait autre chose. Oui, alors oui, Kevin Brooks. Alors là, Kevin Brooks, c'était une question intéressante, mais je ne vois pas pourquoi ça déstabiliserait le marché du travail. Ce n'est pas parce qu'on donne un revenu de base aux gens. Moi, je vois, évidemment, le revenu de base, il ne va pas être, surtout dans une première étape, si elle parvient un jour à exister. Actuellement, les travaux de Marc de Bastien, c'est à peu près un demi-SMIC. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne un demi-SMIC inconditionnel à tout le monde que ça va révolutionner, je dirais, les exigences des gens. Simplement, ça leur permet de ne pas accepter les jobs pourris, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire d'accepter des emplois avec je dirais, des horaires impossibles, etc., sans contrepartie salariale, par exemple. Donc, c'est pour ça que le revenu de base est un moyen minimum de diffuser le pouvoir économique à ceux qui n'ont rien. Et ça, c'est un argument fort de Philippe Van Parijs que je reprends tout à fait à mon compte. Claude, j'en profite de la question de Kevin pour te poser une question d'économiste à économiste qu'on a souvent quand on parle justement du revenu de base. Kevin donc aborde le problème macroéconomique du marché du travail. Est-ce que l'effet inflationniste aussi ne serait pas d'une manière à craindre justement sur la fixation des salaires ou aussi justement sur le potentiel de l'économie? Quelle est votre réponse là-dessus? Si on finance par l'impôt, c'est qu'on redistribue. Donc on ne crée pas de monnaie. Par contre, l'effet inflationniste, il existera si en effet on utilise ce que Friedman appelle la monnaie hélicoptère. Eh bien, je distribue dans le système, ce qu'on fait actuellement, mais enfin, on voit bien que ça ne va pas pouvoir durer eh bien, à tout le monde. Je crédite tous les comptes bancaires en France des adultes d'un montant qui serait le revenu de base. Alors évidemment, là, on crée de la monnaie sans contrepartie réelle, il peut y avoir de l'inflation. Mais ce n'est pas du tout la voie que je souhaite. Et je me souviens même d'un colloque il y a 4-5 ans, c'était à l'OFCE, il y avait un jeune cadre du service de la recherche de la Banque de France qui était venu écouter ce qui se disait sur le revenu de base, parce qu'il voyait le moyen pour la Banque de France de contourner ce qu'ils appelaient l'inertie des banques, qui ne prêtaient pas assez l'argent que tout le système de la banque, des facilités quantitatives mis en place par Mario Draghi depuis maintenant une dizaine d'années, ces banques n'arrivaient pas à les diffuser à leurs clients, entreprises ou particuliers. Donc, voilà. Alors ça, non, moi, je n'y crois pas du tout. Ça me paraît, politiquement, peut-être que ça a un sens, mais économiquement, ce n'est pas du tout la voie que j'ai en tête. Si on finance par l'impôt, il n'y a pas de risque d'inflation, à mon avis. Mais ça signifie évidemment le courage politique d'une réforme de la protection sociale et de la fiscalité. Je reconnais que c'est un programme pour le XXIe siècle. On n'y sera pas demain. Bon. Si au moins les idées étaient claires à ce niveau-là, je pense que ça permettrait des stratégies pour orienter les politiques sur la durée. Puisqu'il y a un haut commissaire au plan actuellement, voilà, je mets ça dans la corbeille. Je pense qu'on y a un peu déjà répondu, mais pour rester une dernière fois sur ce thème, quelqu'un, je ne sais plus qui, mais demandait si vous étiez intéressé par l'idée du salaire complet.
Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne connais pas. C'est toujours mais c'est bon, c'est assez libéral classique, on va dire. Enfin, c'est toujours l'idée de dire que voilà, avec toutes les taxations, en fait, chacun ne touche qu'à peu près la moitié de ce qu'il gagne réellement. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Si je comprends bien ça veut dire la séparation entre le super brut, le brut, oui, le net. Tout à fait. C'est ça. Ce que j'appellerais le super net, puisque maintenant il y a le prélèvement à la source qui révèle à tout le monde qu'à côté des cotisations sociales, il y a aussi l'impôt qui réduit le montant net du salaire. Alors, mais ça, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, quand on parlait. Si on change de financement, mais passant d'un modèle fondé sur les cotisations sociales, dit bismarckien, parce que c'est le Bismarck qui en Allemagne le premier à créer les systèmes d'assurance sociale pour les travailleurs sur son vers un système beveridgien, hein, qui est celui qui a inspiré le NHS en Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est évidemment la séparation entre le super brut, le brut et le net disparaît. On redonne du pouvoir d'achat aux gens. Mais évidemment, il y aura un impôt qui sera conséquent, non seulement pour le revenu de base, mais pour aussi toutes les autres charges publiques, évidemment. Et toujours lié, c'est des questions d'ailleurs habituelles, mais Blandine Chevestrier nous demande si la vision de ce revenu universel, donc qui ne se substitue pas au salaire, est tenable sur le long terme, avec l'idée qu'il y aurait une disparition progressive des métiers peu qualifiés, exercés de plus en plus par des robots, etc. Enfin, quelque chose qui revient souvent est lié à une autre question qui dit est-ce que c'est pas aussi officialiser une catégorie sociale de pauvres? Si le revenu de base déjà répondu, mais... si le revenu de base est universel, justement, il n'y a pas de ségrégation, c'est universel. Et puis, alors, pourquoi non, je ne comprends pas bien la question, parce que bon, je veux dire, les pompistes ont disparu en France depuis très longtemps. Hein. Tout le monde fait son plein avec la carte bancaire et le système automatique. On ne se pose pas la question, mais la question est toute simple. C'était parce qu'évidemment, maintenir un employé à ce niveau-là n'était pas compétitif. Et on a trouvé toutes les chaînes de distribution ont trouvé plus simple d'utiliser le système que l'on connaît actuellement. Bon, si on crée un revenu d'une base de ce type-là, évidemment, et surtout s'il n'y a pas les charges sociales qui actuellement grèvent le salaire net, il n'y a pas de raison que ces emplois, à la limite, ne ressurgissent pas. Il y a peut-être des gens qui apprécieraient de ne pas se salir les mains à la pompe. Mais je ne vois pas en quoi ça empêcherait, au contraire, la recréation d'emplois de ce types-là. Alors maintenant, surtout à mi-temps, etc. Enfin, je veux me permettre une question aussi, en interrompant le flux de Christophe, qui est très bien mené. C'est qu'il y a une distinction qu'on fait, mais sur laquelle on n'insiste jamais trop, parce que pour le moment, elle n'est pas trop réaliste, entre le revenu universel, vu comme montant minimal calé sur la satisfaction des besoins de base, qui est globalement la définition actuelle, et qui est très clairement l'intention de Friedman, par exemple. Et puis après, il y a ce qu'évoquait Claude en passant, qui est l'idée que ce revenu doit être maximal. Le maximum soutenable, dit Fan Paris. Et je pense que c'est ça que Claude a en tête. Absolument, oui. Alors, évidemment, dans la situation actuelle, quand on essaye de le faire avec Marc, en fait, les deux sont pareils, parce que dans la situation actuelle, le maximum soutenable, il est très proche de la satisfaction des besoins de base. Mais si on se projette un peu dans l'avenir, quand même le faire Claude, c'est deux modèles extrêmement différents. Est-ce qu'on garde quelque chose qui est un filet de sécurité pour que la survie ne soit pas en danger, ou est-ce qu'on l'agrandit à mesure que la société s'enrichit, de sorte que chacun puisse vivre une vie extrêmement, au fond, complète et libre, entre guillemets, sans travailler. Et moi, je suis assez séduit par l'option Fan Paris, qui est la vôtre, du maximum soutenable. Et donc, on ne s'arrête jamais, en fait, d'augmenter à mesure que l'économie le permet le niveau du revenu de base. Mais évidemment, est-ce que ça ne pose pas un problème de désincitation, parce qu'il va bien falloir alimenter la machine qui permet de le distribuer, mais ça, vous me direz, si c'est maximum soutenable, ben, la réponse est dans les termes. Absolument. Mais ensuite, et moi je suis plutôt tenté par ça, mais est-ce que vous avez un peu imaginé si on imagine que par exemple le revenu de base il passe un jour à 2 000 €, enfin, en comparant avec la situation actuelle, est-ce que ça pose d'autres types de problèmes, d'autres types de formulations, d'autres types de cadres conceptuels? Est-ce que ça change vraiment les choses? Et pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur? 2 000 € par mois,
N'oublions pas hein, qu'actuellement, Ah, les minima sociaux qui seront les premières allocations qui disparaîtraient avec un revenu de base, ça concerne de mémoire 6 à 7 millions de bénéficiaires actuellement. Si on est à un revenu de base à 60 à 70 millions de résidents en France, on voit le changement d'échelle. Donc, on n'aura pas les moyens de distribuer 2 000 euros. Mais ce qui me fait dire qu'il n'y a pas forcément un problème d'incitation à travailler, c'est ma grande différence avec Thomas Piketty, que j'évoque un petit peu dans la conclusion à propos de la concentration excessive du capital. Hein. Lui est partisan d'une redistribution qui passe par un impôt progressif et très fortement progressif. Hein. Il rêve de revenir à des taux marginaux d'imposition à 70-80%. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je n'ai aucun problème à soutenir avec Rawls que le véritable problème social, c'est le soulagement de la pauvreté. Ce n'est pas la réduction des inégalités relatives. Et donc, le principe de différence, il est souple de ce côté-là. On tolère les inégalités tant qu'on peut augmenter, tant que ces inégalités, c'est-à-dire l'enrichissement des plus riches, profitent par redistribution aux plus pauvres. Mais évidemment, si on dépasse le seuil, à ce moment-là, les inégalités ne sont plus tolérables. Mais on n'en est pas là. Hein. Oui, c'est très clair. Je bascule sur le thème éducation parce qu'il y avait plusieurs questions et notamment celle de Grégoire Béraud. Une éducation décentralisée et autonome ne risque-t-elle pas de reproduire certains schémas d'inégalité en enlevant potentiellement toute universalité des méthodes sujets, notamment à cause de la disparité des territoires? C'est le risque à prendre, je reconnais. C'est plus l'égalité au sens, tous les petits Français vont à la même école, on est bien d'accord. Mais dans les faits, on voit bien que le système a du mal à absorber, suivant les endroits, les populations plus ou moins en retard pour des raisons diverses, ne serait-ce que là où il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui arrivent et qui ont un problème d'accès à la langue. Donc c'est là où le pragmatisme de Sen me paraît très riche. C'est que ce que je comprends de Sen, c'est qu'il faut faire du cas par cas. Et donc, cette école de la République, elle sera financée par des dotations proportionnées aux problèmes que l'école a à résoudre. S'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés dont le problème prioritaire, c'est l'accès au français, la maîtrise du français, eh bien, il y aura une dotation très forte. Et puis après, on regarde évidemment ce que ça donne à l'arrivée. Mais on fait donc une espèce de coûts humains suivant les profils des gens qui sont dans cette école. Et j'ajoute un point, je veux dire, si une école concurrence là aussi, si les parents ne sont pas satisfaits par l'école du coin, parce que, libre à eux, on n'est pas dans la carte scolaire, d'aller voir ailleurs. J'ajoute juste un point pour préciser aussi que les futures publications de Génération Libre, on ouvre un cycle sur l'éducation et notamment sur l'autonomie des écoles primaires avec Monique Cantos-Perber qui donc travaille déjà en ce moment même sur un rapport. Voilà, donc elle s'y connaît très très bien sur l'autonomie des écoles primaires. Mais j'espère que si elle est à l'écoute, elle n'a pas été trop effrayée par ce que j'ai fait de Rawls. Donc voilà, il y a une publication qui va paraître dans les prochains mois là-dessus, et aussi sur l'autonomie des universités, donc là pilotée par Erwan Lenohan. Donc on va essayer justement d'aborder cette question de l'éducation avec un angle libéral renouvelé sur à la fois le secondaire et le primaire, parce qu'effectivement c'est quand même extrêmement important pour nous les libéraux de nous prononcer aussi sur ces thématiques-là. Oui, là, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que le système actuel de l'enseignement supérieur est arrivé au bout. Moi, j'en sais quelque chose par expérience. En 35 ans, j'ai vu ce qui s'est passé. Et on croit toujours à chaque fois avec la réforme la solution. Non, c'est une baisse générale du niveau qu'on a. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas en dire plus, mais s'il y a des collègues universitaires à l'écoute, je pense qu'ils comprennent ce que je dis. Alors, dans un autre domaine, sur la question des privatisations, quelqu'un nous dit vos réflexions sont passionnantes, je ne les partage pas toutes, mais peu importe. Et il dit il y a cependant un point que je ne comprends pas, pourquoi des privatisations? Je cite, je veux dire quels arguments font que la privatisation est indispensable à votre libéralisme soutenable. Et il dit j'ai l'impression que la privatisation arrive plus par idéologie que par véritable intérêt de soutenabilité. Et il remercie à la fin de la réponse. Privatisation, je n'ai pas employé le mot, je ne me souviens pas d'avoir. Je ne crois pas non plus, ouais. Mais là où, en effet, je privatise, j'introduis de la concurrence, c'est précisément dans l'enseignement supérieur, ça oui. Mais je pense que il suffit de regarder, je dirais,
les différents classements internationaux. Enfin bon, il y a un problème de l'enseignement supérieur en France, alors qui est complexe. Hein, c'est pour ça qu'en effet, des rapports spécifiques sont utiles, hein, parce que là, moi, je fais dans les grandes lignes. Mais si l'État doit intervenir dans l'éducation, qu'il mette le paquet sur le primaire et le secondaire, et qu'il laisse l'université s'autofinancer parce qu'elle sera de bonne réputation, parce qu'elle attirera des capitaux, parce qu'elle attirera les bons professeurs, parce qu'elle attirera les bons élèves, les bons étudiants. Et puis oui, il y aura une hiérarchie, évidemment, suivant ça, ce qui existe déjà. Parce que l'hypocrisie française, c'est de laisser tomber l'université, mais de maintenir un système des grandes écoles particulièrement élitiste, l'un renforçant l'autre. Et c'est ce compromis qui me paraît absolument qu'il faut remettre en cause. Normalement, les parcours universitaires sont les plus difficiles, les plus ambitieux. Il ne s'agit pas de fournir uniquement des ingénieurs et des commerciaux. Il s'agit de fournir des gens qui sont formés à des choses extrêmement abstraites ou extrêmement complexes. Malheureusement, les universités françaises n'arrivent pas, évidemment, à suivre le rythme international à ce niveau-là. Alors, une autre question. C'est la liberté de parole de quelqu'un qui est à la veille de la retraite, hein, mais j'en profite. Question de Léo Lictevaux, qu'on connaît bien, et qui, du coup, va concerner aussi Gaspard. Merci pour cette présentation et cet ouvrage. En lien avec certaines des dernières interventions médiatiques de Gaspard Koenig, ce libéralisme soutenable a-t-il besoin de croissance économique pour être viable? Beaucoup de vos propositions reposent sur des concepts économiques établis sur le postulat de la croissance. Votre libéralisme serait-il toujours soutenable dans un monde en stagnation ou sans croissance? Alors ça, c'est le thème. Moi, je le relie à ce que j'ai essayé de développer, mais quand j'ai commencé à rentrer dans le sujet, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande. C'est le problème de la transition écologique, en effet, la compatibilité entre l'économie et l'écologie, lié au réchauffement climatique, etc. Croissance, oui, la croissance peut être rebâtie sur des bases moins énergivores. Je pense que là, il y a des spécialistes qui sont mieux à même de moi de parler, à commencer par, c'est un avis personnel que je n'ai pas mis dans l'ouvrage, hein, mais je dirais l'énergie la plus écologique à mon sens, qui a fait ses preuves depuis 40 ans, c'est l'énergie nucléaire. Là, je provoque évidemment un certain nombre de gens en disant ça. Mais de l'autre côté, je pense que, alors je parlais très rapidement d'un marché mondial des droits à polluer, il y a quand même dans la boîte à outils des économies cette idée des droits à polluer qu'on fait payer pour les gens qui continuent à vouloir rouler dans un 4x4 qui consomme beaucoup, qui pollue beaucoup, ou pour ceux qui ont un mode de vie très international, qui voyagent beaucoup, peu importe. Le droit à polluer est là pour faire payer à ceux qui utilisent beaucoup de CO2 ou qui provoquent beaucoup d'émissions de CO2, eh bien, la contrepartie. Et donc, plus le prix du CO2 augmente sur un marché mondial, plus, évidemment, les gens réfléchissent avant d'aller passer leurs vacances à l'autre bout de la planète, par exemple. Donc, une croissance soutenable en ce sens-là me paraît possible. Et ça me paraît, alors évidemment, beaucoup mieux, mais il y a des problèmes, évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un faucon, c'est pas ça, hein, mais la COP 21 de Paris a mis fin à un système de marché au protocole de Kyoto, dans lequel il y avait déjà l'embryon d'un marché international des droits à polluer. C'était ça le protocole de Kyoto, hein, qui était uniquement réservé aux pays développés à l'époque. Hein. Il n'y avait pas la Chine, etc. C'était il y a maintenant très longtemps, hein, début des années 90. Donc tout le monde s'est mis d'accord sur quoi, la COP21? Sur une autodiscipline. Hein. C'était les enchères. Moi, je vais réduire en 20 ans les tonnes de CO2 par habitant de X%. Et puis on s'aperçoit maintenant que sans contrôle et sans organe pour pénaliser les mauvais comportements, les États révisent en cours de route, parce ce qu'ils avaient promis à Paris il y a quelques années, ils n'y arrivent pas à le tenir. Notamment, j'ai l'impression que c'est ce que la France a fait récemment. Hein, mais bon, je crois avoir lu un texte là-dessus. Donc, plutôt que l'autodiscipline auquel je ne crois pas, hein, c'est le désordre des relations entre États dont je parlais tout à l'heure, il y a l'autre solution, c'est la taxe. Mais la taxe, c'est la taxe carbone, et on a vu en France que ça donnait, quand on a voulu faire migrer, une partie de la taxe sur les produits pétroliers vers une taxe carbone. C'est un des éléments qui a allumé le mouvement des gilets jaunes.
Et entre parenthèses, les gilets jaunes, ils auraient peut-être plus de revenus s'ils avaient le revenu de base et s'ils avaient aussi un salaire net égal au salaire brut. Enfin, bon, peut-être qu'ils accepteraient mieux la discipline écologique s'ils avaient plus de revenus pour satisfaire leurs besoins incompressibles. Donc, la taxe carbone, c'est la deuxième solution, tandis que le marché mondial des droits à polluer, moi j'imagine, je ne l'ai pas mis dans l'ouvrage, mais il y a déjà une organisation qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce, qui est là pour justement réguler le commerce et le libre-échange mondial. Pourquoi pas lui confier une fonction supplémentaire qui serait évidemment de gérer des droits à polluer, exactement comme le FMI en son temps gérait des droits de tirage spéciaux pour aider les pays. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y aurait un début, je dirais, de traitement du sujet. Mais bon, je ne dis pas que c'est la solution, c'est une suggestion d'aller dans ce sens-là. Mais bon, je regrette personnellement que le débat sur la transition écologique ait laissé tomber le protocole de Kyoto et l'innovation qui consistait à instaurer un marché des droits à polluer, qui n'a pas fonctionné parce qu'on ne lui a pas laissé le temps de fonctionner. Et on a dit, bon, ça ne marche pas, on passe à autre chose. On a dit, on a eu tort. Mais là, on est loin du... Oui, on est dans le libéralisme soutenable au sens écologique du terme, et ça, je ne prétends pas l'avoir traité dans cet ouvrage. Peut-être deux questions sur, entre guillemets, la méthodologie, on va dire, mais une personne nous dit, voilà, le système proposé serait disruptif pour la France, comment l'implémenter sans passer par la violence d'une révolution? Et un peu dans la même tonalité, mais c'était plus spécifiquement sur l'éducation supérieure, Lucille Nassif, qui nous aide d'ailleurs sur notre Observatoire des libertés confinées, nous dit, je suis assez d'accord sur ce que vous dites sur l'éducation. Malheureusement, je me demande comment une telle mise en place pourrait se faire, particulièrement en France, où nous avons l'habitude de nous reposer sur l'État. Alors je ne conteste pas l'ampleur du défi et je n'ai pas la solution politique. Mais bon, Génération Libre est un laboratoire d'idées. Il est là pour ouvrir des pistes, pour contribuer à les faire connaître, et c'est ça qui me séduit dans ce que vous faites. Et donc, je pense que c'est le premier niveau. Faire comprendre aux gens que il y a un conformisme de la pensée, parce que, pour être franc, l'économie est très mal connue en France. On ne sait pas ce que c'est que l'économie. Je dirais, il faudrait arriver à ce que les gens apprennent l'économie comme le droit, enfin comme des matières qui sont utiles pour la vie quotidienne, mais qui comprennent les véritables enjeux. Tant qu'on n'a pas, je dirais, cette sensibilité-là, eh bien, on voit l'État qui est censé être la solution à tous les problèmes, ce qui est évidemment impossible, surtout quand il s'enfonce dans l'endettement comme aujourd'hui. C'est pas ça qui peut rendre optimiste sur sa capacité de se restructurer. Donc voilà, moi là je reconnais que j'ai le confort de l'intellectuel qui imagine un système, mais bon, j'ai pas la solution politique malheureusement. Mais enfin, si ça contribue à faire évoluer les idées, pourquoi pas, ça sera déjà pas mal. Mais bon. Alors, oui, je continue sur la question de Léo. Au-delà des moyens de parvenir à une croissance soutenable que je partage, ma question portait plus sur la soutenabilité de ce libéralisme, en particulier au regard des mécanismes de redistribution, de revenus universels, de systèmes d'assurance privée, dans l'hypothèse d'un monde sans croissance économique. Ça fait beaucoup d'hypothèses dans le modèle. Pourquoi sans croissance économique? Non, je pense que, premièrement, tant qu'il y a... Enfin, il y a des marges, à mon avis. Maintenant, ça dépend aussi de la démographie. Si la démographie planétaire, comme en Chine, risque de se retourner prochainement, même en Chine, ils vont avoir un problème de bras. Donc, peut-être qu'en effet, la croissance va... Mais il y aura un problème pour, évidemment, financer les vieux jours des gens. Ça, dans tous les pays dont la démographie va décliner. Donc, croissance, pourquoi pas, mais bon, alors la soutenabilité au sens social du terme, en effet, mais c'est pour ça que je parle de changement de paradigme quelque part. En effet, depuis 60 ans, depuis, je dirais, le Conseil national de la résistance et le système de la sécurité sociale qui s'est mis en place en France,
On prétend avoir le meilleur système de protection sociale. Je ne conteste pas qu'on ait tout fait pour essayer de satisfaire les moindres besoins. C'est évident. Mais est-ce que c'est la bonne méthode désormais, notamment quand on voit l'état, par exemple, du financement des retraites, qui n'est pas soutenable, ça c'est le cas de le dire. Donc là, c'est là où il faut commencer à voir, bon, peut-être que c'est là où je suis révolutionnaire, je suis d'accord, hein, où il faut peut-être basculer d'un système fondé sur la satisfaction des besoins au sens du welfare state, à un système fondé sur l'idée de liberté. Il y a des libertés garanties à tous. Après, chacun assume ses risques. Mais je pense que les gens sont quand même capables, au moins en partie. Alors après qu'il y ait des problèmes particuliers pour les handicapés mentaux, pour un certain nombre de gens, ça je le dis dans l'ouvrage, hein, le revenu de base n'est pas la solution à tous les problèmes sociaux. Mais si on peut à ce moment-là imaginer qu'au niveau local, hein, dans les communautés de proximité, eh bien, on met en place, au-delà de la famille évidemment, des solidarités de proximité à l'initiative des régions, des départements ou de ce qui les remplacera le jour où on mettra fin au millefeuille administratif français, ce qui est un autre problème aussi. Enfin voilà, bon, je suis peut-être un peu rapide dans mes réponses, mais bon, enfin, en tout cas, merci pour les questions, elles sont très intéressantes, hein, mais je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Ça serait trop beau. Très bien. Je crois que j'ai à peu près recoupé tout ce que j'ai pu voir. J'ai peut-être laissé de côté quelques détails. Quoi qu'il en soit, pour ma part, moi, je réécrirai à tous ceux qui étaient inscrits par mail en envoyant le PowerPoint, le lien pour en savoir plus sur l'ouvrage. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire. Et pour avoir plus d'informations sur nos prochaines publications, puisque ça a été demandé, notamment nos rapports à paraître sur l'éducation, n'hésitez pas à aller sur notre site web et à vous abonner librement à la newsletter. Si vous avez indiqué que vous voulez être ajouté dans le formulaire, ça sera le cas, ça sera fait dans les 7 jours. Voilà, je vais laisser peut-être le mot de la fin à Maxime. Merci Christophe. Claude, merci beaucoup pour cet échange très stimulant. Les questions étaient vraiment, je trouve, de très grande qualité. Oui. On est allé au fond des sujets. Je crois que maintenant, plus personne parmi les participants a d'excuses pour ne pas avoir ce livre sur sa table de chevet. Donc, ce n'est pas le petit livre rouge. Hein. C'est le nouveau petit livre orange. Voilà, très bien. C'est peut-être aussi l'occasion pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la collection pour découvrir les ouvrages précédents. De notre côté, nous, on va continuer effectivement à relayer. En tout cas, je crois qu'il y a quelques vidéos qui sont prévues là de sortie avec Claude qui reviendra un petit peu sur ces idées. Et puis nous, on continue effectivement ce travail de fond de réactualisation, renouvellement du libéralisme avec toujours en toile de fond cette belle philosophie qu'il faut actualiser, mais aussi en la déclinant en propositions concrètes. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup l'exercice de Claude, qui est effectivement celui de faire cet aller-retour entre la pratique et la théorie. C'est très compliqué, c'est très exigeant, oui, tout à fait. Mais c'est indispensable, et notamment quand on parle de plus en plus d'ailleurs en ce moment avec des responsables politiques, notamment sur le revenu universel, qui ont des questions très précises, très techniques, auxquelles il faut qu'on apporte une réponse. Donc voilà, on va continuer nos publications avec effectivement un cycle sur l'éducation, donc primaire et tertiaire. Et puis aussi, il y a une publication, je vous le donne un petit peu en exclusivité, sur le droit des animaux, à paraître plutôt sur le 2e semestre. Donc il y a aussi un sujet intéressant, parce que c'est une frontière sociétale du libéralisme, hein, et que le libéralisme doit aussi venir donner son opinion, en tout cas donner sa position sur ces thématiques-là qui montent fortement dans le débat public. Voilà, j'ajoute que si vous appréciez ce genre d'événements, on continuera à en organiser. On a besoin aussi, j'en profite pour le rappeler, de votre aide, de votre soutien, puisque on a, comme vous le savez, on est un think tank, une association qui se finance uniquement sur des dons personnels, et donc on a besoin de l'aide de tout le monde pour continuer à diffuser cette pensée, diffuser les idées de gens brillants comme Claude. Donc on a besoin de l'aide de tout le monde, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur notre newsletter, d'aller perdre un peu de temps sur notre site web generationlibre.eu. Et donc je vous dis merci à tous, merci d'avoir participé, merci à Claude, merci à Gaspard, et à très bientôt pour de nouveaux événements. Merci à tous, hein, vraiment, c'était très bien. Au revoir. Au revoir, bonne journée.